moi, mon nom c'est Sophie. Je suis étudiante à l'EPSI au certificat en archivistique. Puis, suite à votre conférence, j'avais envie de poser plus de questions, puis aller un peu plus loin. Puis, je suis accompagnée de Ejganezi Kistabish et de Justin Roy pour parler de Minwashing. Avant de la conférence, j'avais fait une petite recherche un peu. J'ai visité le site web, entre autres, j'ai regardé quelques petites vidéos. Puis, j'ai été vraiment accrochée sur le fait que vous mentionnez que les archives sont nécessaires à la guérison des communautés autochtones. Puis, je veux savoir de quelle manière le projet de la bibliothèque virtuelle s'inscrit dans le processus de guérison des communautés Anishinaabe. C'est pas l'histoire. On a une philosophie à Mélancine qui commence par d'honorer la mémoire de nos ancêtres. Après ça, la réparation, la restauration, puis la restitution. Donc, les archives, c'est un peu d'aller faire de la recherche dans l'histoire, d'aller rendre ça vivant pour qu'on puisse se commémorer la mémoire de nos ancêtres, la mémoire de ma mère, de mon père et de tout. Il faut rendre ça le plus proche possible. Mais en même temps, ce que ça fait, c'est que ça crée une distance un petit peu plus loin dans le temps pour comprendre un moment donné comment ça se fait que ça s'est arrivé comme ça, comment que les choses se sont produites, comment est-ce que les choses ont été faites pour arriver à une situation dans laquelle on est. Et à ce moment-là, connaissant cette partie-là, ça ramène un petit peu plus à savoir pourquoi que nous sommes comme ça aujourd'hui. Alors, c'est important de fouiller là-dedans, de les rendre, de se rapproprier de ces documents-là, de les rendre vivants. Pas seulement que pour les avoir, mais il faut les interpréter, il faut leur donner vie, il faut savoir comment on était perçu, mais aussi il faut qu'on fasse la description de notre perception dans l'écriture de ces archives-là. Ça aide un petit peu plus à vouloir s'approprier de notre histoire. Puis finalement, la résultante va arriver qu'on va réécrire notre propre histoire à notre façon, selon nos perceptions, selon nos méthodes à nous. Parfait. Donc, une autre question que j'avais, dans le fond, c'est que c'est sûr qu'un projet comme ça prend beaucoup de collaboration entre différents acteurs surtout. Puis, je veux savoir, qu'est-ce que vous recommanderiez à des archivistes qui aimeraient s'impliquer dans des projets comme celui-ci? Enfin, qu'est-ce qui doit être pris en considération, puis c'est quoi les enjeux qu'il y a avec ça? Au niveau des partenariats, je pense que l'important, c'est d'avoir une étroite collaboration avec les personnes concernées. Donc, nous, on a un comité de gouvernance d'année, le comité Midinanjigan, qui fait que l'archiviste est toujours en dialogue avec les porteurs de connaissances. Donc ça, c'est essentiel pour qu'il y ait une gestion du projet qui soit juste et qui soit connectée aussi aux aspirations de tout l'organisme. Puis au-delà de ça, veut pas, malheureusement, les organisations autochtones ne sont pas toujours très bien financées, pour le dire comme ça. Fait que ça prend des partenariats aussi avec des institutions plus établies. Nous, on fait beaucoup affaire avec des universités qui peuvent nous aider avec des stages à remplir un peu nos équipes. Puis au-delà de ça, il y a beaucoup de professeurs qui veulent nous aider, qui peuvent nous partager leur expertise, nous donner des conseils, nous orienter un peu dans nos décisions. Donc ce genre de partenariat-là, c'est super précieux aussi pour nous. Là. Puis au final, en troisième, il y a les musées, ceux qui nous partagent des archives. Ça prend une volonté, on peut pas juste y aller de même. C'est vraiment eux qui décident ultimement s'ils veulent nous donner les documents avec les métadonnées, puis à quel point ils veulent nous aider. Il faut avec du financement, des fois des partenariats, même de recherche, parce que eux ils gagnent de ça aussi. Il faut juste qu'ils réalisent, mais ouais. Fait que si je comprends, l'enfant, les musées, c'est vraiment de leur part que ça vient, c'est un peu plus difficile d'aller chercher par soi-même les archives. C'est qu'il faut avoir les droits pour les diffuser. On peut pas juste
à aller faire la fouille de données sur une base d'un gouvernement, puis tout mettre ça tel quel. Nous, on veut vraiment faire des ententes, puis souvent, ça débouche sur des collaborations plus larges. La Bibliothèque Archives nationale du Québec, par exemple, les entrevues qu'on fait, le travail de description qu'on fait, on réinterprète les archives, après ça, on leur redonne. Puis eux, ils vont mettre ça à jour sur leur site. Fait que c'est ça qu'on vise finalement, c'est que ça s'étende plus loin que juste notre base de données. Ces institutions-là sont très strictes, sont très réglementées. Puis ils font beaucoup attention à leur protocole. Parce que quand on arrive, nous, dans l'école, on dépasse toutes les règles. Il faut tout remettre les questions d'approche, il faut les revoir, il faut les apprivoiser. Ça prend un certain temps à eux autres de s'adapter à ce que nous, on désire faire avec ces documents-là, ces objets-là. C'est un travail dans lequel on doit, je dirais, peut-être éduquer ou instruire les intervenants de ces institutions, la méthode de le faire, parce qu'on n'est pas dans la même position que eux pour la conservation de ces objets-là ou de ces documents-là. Alors, on compte beaucoup sur la technologie pour réapproprier tous ces matériels-là, toutes ces photos-là, toutes ces ressources-là, tous ces objets-là. Et alors, ça demande quand même une certaine ouverture d'esprit là, de la part de ceux qui ont gardé ça. Et c'est pas facile parce qu'ils sont formés pour être comme ça. Ils exercent leur métier selon leur formation qui est très réglementée, très clôturée. Je dirais même qu'ils sont très ghettoisés tant qu'il y a un moment donné. Fait que c'est pas facile quand on arrive au début de faire ça, parce que nous autres, quand on a commencé à connaître leurs potes et à commencer à discuter avec eux autres, ça a pris énormément de temps avant qu'ils acceptent de parler, qu'ils acceptent d'ouvrir. Puis on a réussi quand même avec les années à obtenir quelques concessions de leur part pour qu'on puisse arriver à produire ce qu'on veut faire comme projet. Alors c'est un challenge. C'est un challenge pour nous, mais c'est encore plus un challenge pour eux autres. Parce qu'ils sortent en dehors de leur zone de confort. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile pour eux à s'adapter. Il y a une zone de confort sécurisée dans les gros bâtisses à double tour, tu sais. On appelle ça des tours d'ivoire, là, ben, tellement que c'est protégé, c'est tellement doroté, les bons sièges confortables, tu sais, on est climatisés, ils sont bien chauffés, c'est très, 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 très confortable. Tu n'as pas envie de sortir en dehors de ça, tu n'as pas envie de perdre contrôle de tout ça. Alors, nous autres, on est un peu dérangeants par rapport à les idées qu'on a. Et ça, c'est le renouveau. C'est ce qu'on voudrait faire, puis c'est ce qu'on veut faire adopter. On est à nous, nous, de s'adapter. C'est à eux maintenant de s'adapter à nous. C'est toute une... on joue complètement l'opposé des approches qu'on peut faire aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est deux très belles réponses. Ça répond très bien à la question, je pense. Pour faire suite à ça, je me demandais c'était quoi les principaux défis, ça peut être technologique, ça peut être financier, culturel, qui ont été rencontrés pendant le projet. Puis c'est quoi les actions qui peuvent être posées pour surmonter ces défis-là? Ou c'est ça, pour d'autres communautés qui voudraient faire un projet semblable? Mais je pense que c'est de s'approprier, de devenir propriétaire des dernières technologies, comme la photographie 3D. Ça, on devrait avoir ça dans notre possession. Ça éviterait tous les déplacements, ça éviterait énormément de travail si on pouvait avoir une caméra 3D comme tu prends la photo 3D de cet objet-là, la technologie que ça donne, puis
puis les choses qu'on peut contrôler à un moment donné là-dessus. Puis après ça, utiliser cette technologie-là pour qu'on puisse introduire, nous autres, la nouvelle description, la collection de la description de ces objets-là. Ou prendre une photo, une photo ou un croquis qu'un travailleur a fait dans l'exploration de la découverte. Les croquis qui sont faits, des fois, peuvent avoir on peut l'expliquer d'une autre manière que sa propre perception. Puis une technologie qui peut nous amener une dimension en 3D, ce serait absolument extraordinaire qu'on pourrait éliminer beaucoup de temps de niaisage puis de tracasseries inutiles. Puis en même temps, c'est que c'est exportable dans nos machines. Quand on tient tous les jours, tu sais, ça devient accessible à notre monde. Ceux qui sont intéressés vont être passionnés par ça, vont découvrir des choses qu'ils ne savaient pas. C'est la principale chose qu'on veut atteindre, mais c'est tout un défi, ça, cette dimension-là du travail dans lequel on veut faire. Il faut que tu sois intéressé, il faut que tu sois plus qu'intéressé, il faut que tu sois passionné. Puis une fois que tu sais pourquoi tu fais toutes ces choses-là, ça devient à un moment donné un beau spécimen d'humain qui devient autonome, puis exécute le travail qu'on veut y faire, sans qu'on l'achale, sans qu'il se fasse achaler, sans qu'il y ait un paquet de choses qui entourent le Human Resources Management, là, tu sais. C'est dans cet esprit-là qu'on voudrait y arriver. En tout cas, personnellement, c'est ça que je veux y arriver, parce que j'ai vu ces machines-là, j'ai vu que ça existait. On fait même des films en 3D. C'est quoi l'idée, là, de juste une photo, là, tu sais, pourquoi qu'on pourrait pas avoir accès? Au-delà de ça, au niveau logistique aussi, c'est sûr qu'il y a une particularité du territoire à Anishinaabe, à savoir que c'est très vaste. Les populations sont quand même éparpillées. Donc, pour faire des entrevues, regrouper des gens dans des rassemblements, dans des rencontres de communautés, c'est compliqué. Si on veut rejoindre des gens avec des vécus différents, qui viennent un peu de partout, au niveau logistique, c'est difficile. Puis, organiser des rencontres, Zoom ou Teams, peu importe, c'est pas nécessairement une solution de rechange qui est viable. Nous, pendant un temps, on avait considéré pour nos entrevues, pour récolter des nouvelles métadonnées ou réinterpréter des documents, on pensait faire ça à distance, mais ça marche pas avec tout le monde. Il y a des porteurs de connaissances qui aiment pas ça, qui ont vraiment besoin de ce contact, surtout des gens qui connaissent moins le projet, ou qui, quand ils font affaire avec des nouveaux membres de l'équipe, je pense qu'ils ont besoin de les voir en personne, les rencontrer. C'est plus humain, c'est plus plaisant même à faire, les rencontres de notre comité de gouvernance, il faut faire ça en personne, c'est pas pareil. Ça, c'est une difficulté, je pense, que nous, on a, que d'autres nations n'auraient pas nécessairement, mais c'est le territoire, c'est capable de ramener tout le monde qui est super loin à un point central. Ouais. Ce que je trouve aussi de très achalant, si tu veux, c'est de répéter toujours la même chose. Mais quand tu sais qu'il faut que tu le fasses, c'est moins achalant à un moment donné, c'est moins fatigant. Parce que tu sais qu'il faut que tu te répètes pareil. 50 réunions, tu peux dire la même phrase pendant 102 fois. Alors, cet exercice-là que moi je m'impose comme travail, il va falloir qu'à un moment donné, eux autres aussi fassent la même chose. Un échange, c'est fait aussi de compromis aussi en même temps. Alors, il faut qu'on comprenne vraiment le partage des responsabilités là-dedans, le partage des obligations puis des devoirs à chaque action qu'on pose. Moi, je suis capable de faire telle chose, toi aussi, tu es capable de faire la même chose. Pour la même action, on se partage les responsabilités. Moi, je t'emmène un objet, toi, tu t'amènes la technologie. Moi, je t'emmène une explication, toi, tu la traduis. Ce sont des choses qu'il faut mettre en place dans un partenariat. On partage les mêmes responsabilités, les mêmes obligations, les mêmes devoirs dans tout ce processus-là. Et puis ça, c'est pas facile à introduire comme concept.
dans les personnes dans lesquelles ils ont toujours été dans leur taux d'ivoire, dans lesquelles ils sont les seuls responsables, ce sont les seules obligations, ils sont les seuls à avoir ce genre d'affaires-là. Maintenant, on rentre, puis on offre de partager leurs responsabilités, puis toutes les autres choses qui s'ensuivent. Ça, c'est un challenge. Juste lui, ça devient un nouvel état d'âme, un nouvel état d'esprit, une nouvelle attitude qu'il faut créer dans les institutions. C'est tellement simple. Mais ça fait compliqué quand on l'explique. Quels impacts espérez-vous avoir sur les utilisateurs des communautés, oui, de la communauté Anishinaabe, mais aussi à l'externe, par exemple, pour d'autres communautés ou encore pour les Autochtones? Avoir un apéro à chaque jour. Ben, je ne connais pas, je ne sais pas comment exactement ça va arriver, mais une chose dont je suis sûr, j'ai expliqué dans ma présentation aujourd'hui le concept de le temps et l'espace. Le temps, c'est une date, une heure, une journée. L'espace, c'est un endroit dans le temps. C'est deux concepts dans lesquels on dit, bon, OK, le 24 juin, c'est la fête nationale des Québécois, puis il va y avoir un party à telle place. OK? Ça, c'est le concept de ces deux concepts, le temps et l'espace. Chez nous, c'est un concept, les deux. Le temps et l'espace, c'est un seul concept. Alors, quand on me pose la question, quel impact que ça va avoir, j'en ai pas la moindre idée. OK? Mais je sais que ça va avoir un impact. Quelle est la nature de l'impact? Je n'ai pas la moindre idée. Parce que je ne suis pas certain comment ça va se produire. Parce que c'est au-delà de ce que je peux savoir de ce qui va arriver. Ce n'est pas c'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre manière de faire les choses que de savoir ça. OK? On est toujours très questionné sur ça. Quel impact croyez-vous que ça allait avoir? Mais on n'en a aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est que ça va arriver. Comment vous allez vous en apercevoir? Par des gestes qui vont se produire. Je vais donner un exemple. Miaja, on le fait une fois par année, Miaja. On a fait la dernière fois sur le patrimoine. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé par après? Ça, on ne savait pas. Mais il est arrivé qu'il faisait une réunion dans une communauté, puis il parlait de patrimoine. Puis qu'est-ce qui s'en est produit de ça? Puis ils se sont souvenus des histoires. Ça, si tu m'avais posé la question avant le début de Miaja, j'aurais jamais été capable de dire c'est ça qui est arrivé, puis c'est ça qui va arriver. Mais ça, c'est arrivé parce que les gens ont pris possession, ils se sont appropriés de la démarche, puis ils l'ont entretenu, ils ont réfléchi, ils l'ont mûri, puis à un moment donné, ils disent on fait tout ça, on va faire ça. La première question qu'ils disent c'est on fait tout ça. Les gens ils vont dire ben oui, on va le faire. Après ça, on va dire quand est-ce qu'on va le faire. C'est pas important, mais il faut qu'on le fasse. Puis à un moment donné, il y a un corps qui arrive. Boum! On le fait cette journée-là. Ça, c'est l'impact. Mais on ne peut pas le prédire, on ne peut pas le savoir. Mais on est convaincu. Moi, je suis convaincu qu'on a ce genre d'impact-là qui arrive dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alors, ta question, ce n'est pas une question qu'on peut répondre, mais c'est une question dans laquelle on peut prévoir qu'il va se passer quelque chose. Ça, je sais. Moi, je ne peux pas prédire que le 23 août, il va neiger en Abitibi. Je ne peux pas savoir ça. Mais ça peut arriver. Mais ça n'arrivera pas. Voilà.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, non, pas du tout. Oui, quelle heure qu'on prend avec l'apéro. C'était bien quand je t'ai dit ça, parce que c'est la seule chose qui me revient à un moment donné. Je suis redondant, je suis répétitif, je suis... C'est l'habitude que je prends quand je répète des choses. C'est la même maudite affaire. C'est dans le même contexte. Merci beaucoup pour votre temps. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous poser ces questions-là, puis les réponses m'ont vraiment aussi satisfaite. Merci beaucoup. Miigwech? Miigwech? Miigwech, hein? Miigwech. Je sais pas ce que j'ai répondu, là. Je m'en rappelle plus non plus. OK, bon ben. OK, d'abord.